Sophie pour ces mots d'introduction. Je suis ravie d'être avec vous ce matin pour vous parler de leadership et plus particulièrement de comment réveiller la leader en vous, vous qui êtes femme entrepreneur, j'imagine nombreuses ce matin. Alors, je répète juste peut-être ce qui a déjà été dit par Marion. Vérifiez bien que vos micros sont coupés pour éviter les parasitages pendant la présentation. Je vais vous faire un petit mot d'introduction d'à peu près 20 minutes. Ce qui peut être intéressant également, c'est de ne pas hésiter dans l'onglet «Discuter» à poser vos questions au fur et à mesure de la présentation. Je les prendrai quand ce sera le bon moment, mais ne vous inquiétez pas, je les verrai. Et aussi, un onglet que j'aime beaucoup, c'est effectivement l'onglet réaction qui vous permet de réagir peut-être à ce que je vais raconter. Si ça fait écho, un petit cœur peut-être pour dire bah, moi aussi ça me parle ça, ou peut-être de la surprise si vous êtes surpris par ce qui peut être raconté. En tout cas, n'hésitez pas, vous êtes très nombreuses, donc malheureusement on ne peut pas le faire avec tous les micros ouverts, mais je serais ravie de aussi avoir vos réactions en commentaire ou via les petites réactions pendant la présentation. Ceci étant dit, je vais vous partager mon écran. Hop. Hop. Et vous allez me confirmer que vous le voyez bien. C'est bon pour vous? Super. Oui, c'est bon. Hop. Alors, en 2020, on comptait 23 femmes à la tête d'un pays sur les 195 existants. Depuis 1901, seulement 3% des prix Nobel scientifiques ont été attribués à des femmes. Et en 2022, donc aujourd'hui, on compte seulement 2 femmes à la tête d'une entreprise du CAC 40 en France. Et en ce qui nous concerne encore plus précisément, en 2020, selon une étude Sista, plus de 90% des fonds qui ont été levés par des entrepreneurs, par des startups, l'ont été par des équipes 100% masculines. C'est que quelques chiffres, là, je pourrais en donner beaucoup plus. Et je ne sais pas vous, mais moi, quand je les vois, je ne peux pas m'empêcher de me poser la question encore et encore, comment on pense encore aujourd'hui pouvoir créer un monde pour tout le monde, qui répond aux besoins de tout le monde avec seulement une minorité d'entre nous. Et ces chiffres, ils m'inquiètent d'autant plus que quand on les regarde d'un peu plus près et qu'on regarde les femmes qui ont réussi à se hisser à des postes de leadership, on constate, selon une étude McKinsey et Lean.org, que plus de 50% des femmes leaders déclarent être presque toujours ou souvent épuisées. Donc ça veut dire que non seulement il y a un problème de représentation, mais il y a aussi un problème de vécu dans le leadership aujourd'hui. C'est ces 2 constats qui m'ont amené à créer, il y a à peu près 3 ans maintenant, l'entreprise Rouge, qui a vraiment pour mission une double révolution. La première révolution, c'est la révolution du leadership dans la forme. Mon idée et mon obsession, c'est comment on permet l'émergence de leaders plus représentatifs et plus représentatives de notre société. Et donc pour ça, je travaille avec des profils sous-représentés dans les profils de leadership, notamment des femmes, mais aussi des personnes racisées, des personnes issues de milieux sociaux plus défavorisés, des personnes qui n'ont pas les bons diplômes, etc., pour les accompagner à se sentir légitimes à ouvrir leur voie, VOX. Mais je travaille également sur une deuxième notion de révolution, la révolution du leadership dans son fond, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on entend par être leader aujourd'hui et qu'est-ce qui fait qu'on en arrive à ce mal-être aujourd'hui et comment on peut en sortir. Et donc là, l'idée, ça va être de questionner la vision du leader ou du leadership sauveur qui porte le monde sur ses épaules et plutôt se poser la question de est-ce qu'un ou une leader, ça peut plutôt être une personne en paix avec ses émotions, en paix avec ses vulnérabilités, capable d'empathie, donc de connexion et capable de révéler d'autres leaders autour d'elle. Donc, c'est vraiment ces 2 notions-là que je vais travailler en coaching au sein de Rouge par des ateliers individuels et des ateliers collectifs, mais aussi des prises de parole comme celle de ce matin. Tout ça m'a amené à créer en particulier il y a 2 ans le programme Les femmes ouvrent la voie, qui est un programme qui accompagne en particulier un petit groupe d'entrepreneurs, ou pas que d'entrepreneurs d'ailleurs, de femmes leaders, parce qu'elles sont aussi en position de management, elles sont aussi en transition parfois. L'idée, c'est quelle que soit un peu la place qu'elles occupent, d'accompagner des femmes qui ont envie de développer leur leadership pour faire bouger les lignes, donc participer en fait à la construction d'un monde plus inclusif et plus durable, et on fait ça pendant 6 mois. Aujourd'hui, je suis donc là pour vous parler de comment, en tant qu'entrepreneur, vous pouvez développer votre leadership. Il y a sans doute une phrase que vous avez souvent entendue en tant qu'entrepreneur, ou peut-être pas, mais en tout cas, c'est une phrase qui revient beaucoup dans le milieu de l'entrepreneuriat. C'est cette idée de « fake it till you make it », traduit en français par « faites semblant jusqu'à ce que ça marche ».
globalement, quand on se lance en tant qu'entrepreneur, on a souvent pas mal de peur, il y a des compétences qu'on ne maîtrise pas, et parfois on a l'impression de ne pas avoir assez confiance en nous. Et donc le conseil qui est souvent véhiculé par cette phrase, qui circule beaucoup notamment aux États-Unis, c'est cette idée de si je fais assez semblant assez longtemps, ça va finir par passer, ça va marcher. Et peut-être que vous, comme moi, cette phrase, quand vous la voyez, elle vous agace un peu. Puisqu'a priori, si vous avez choisi d'être entrepreneur, c'est pour pouvoir être vous-même et pas pour pouvoir faire semblant de quelque chose. Aujourd'hui, le message que j'aimerais vous faire passer, il est un peu double. C'est qu'en fait, cette citation, oui, elle peut être utile si elle est placée au bon endroit. Et donc, ce que j'aimerais vous raconter aujourd'hui, c'est comment il est indispensable que jamais vous ne le faquiez, ou en tout cas vous fassiez semblant sur le fond, mais par contre que vous allez avoir besoin de le faire sur la forme. Et je vais vous expliquer ce que je veux dire par là. Devenir vrai sur le fond, c'est cette idée d'être vrai sur la cible que je poursuis, être intransigeante même sur le pourquoi et sur ce que je vise, et être certaine d'être complètement moi-même et complètement authentique dans cette idée-là. Et par contre, faire semblant sur la forme, c'est tout ce qui va être les moyens et les comportements que je vais utiliser. Et ça, je vais vous expliquer pourquoi j'en arrive à cette idée-là. Donc la première idée, je vois une petite question, est-ce que les slides nous seront communiqués? Ça ne pose pas de souci pour moi, donc si la BGE est OK, je les communiquerai effectivement. Donc, la première idée, c'est devenir vrai sur le fond. Et là, justement, je vais avoir besoin de votre participation. À votre avis, si je vous pose la question, à quoi ressemble l'entrepreneur idéal? Qu'est-ce qui vous vient? Et là, je vous propose d'utiliser le chat pour me dire qu'est-ce qui est l'entrepreneuse idéale selon vous? N'hésitez pas, ce serait quoi ses qualités, ses talents, ses compétences? Quelqu'un qui est disponible, quelqu'un qui a confiance en elle, réactive, multitâche, dynamique. Quoi d'autre encore? Allez-y, faites-vous plaisir, alignez, assumez sur tous les fronts, à l'écoute. Super commerciale, audacieuse, elle s'intègre, elle fait grandir une équipe, elle est influente, persévérante, empathique, elle est dans l'authenticité, organisée, motivée, femme de réseau, battante, bienveillante, super. Super. Warrior, Shiva, communicante, fédératrice, super. Merci beaucoup. Vous voyez, donc il y a énormément de choses qui viennent et c'est ce qui se passe. Et créativité exigeante, visionnaire, incarnée. Donc j'espère que quand vous voyez tout ça, vous avez un petit peu peur quand même parce que c'est un peu difficile d'être tout ça à la fois. Et en fait, ce qui se passe, c'est qu'on est dans une société aujourd'hui qui met l'entrepreneur énormément sur un piédestal. Aujourd'hui, la réussite sociale, en tout cas en France, dans une société de la Startup Nation, elle met énormément en avant le profil de l'entrepreneur, et sympa. Merci Sophie. En plus, il faut qu'elle soit tout ça, et en plus, il faut qu'elle soit sympa. Et donc, du coup, tout ça, ça peut mettre énormément de pression, et en fait, s'en dégage un peu deux possibilités. Deux possibilités d'ailleurs qui peuvent vivre ensemble. La première chose, c'est qu'en fait, souvent, l'entrepreneur, elle est vue un peu comme une super-héroïne. J'ai vu Shiva passer, et souvent, elle peut être incarnée par cette figure un peu de Wonder Woman, c'est-à-dire cette femme qui est capable de tout, qui est hyper forte et qui a un peu trois caractéristiques. Un, elle est tout le temps positive, tout le temps optimiste, tout le temps capable de voir ce qui va bien se passer, et elle est tout le temps pleine d'énergie, surtout elle n'a pas de coup de mou. Deux, elle ne doute pas, elle est super sûre d'elle, elle sait toujours exactement où elle a envie d'aller. Et trois, elle a un peu côté quand même parfaite, c'est-à-dire qu'elle ne fait pas d'erreur, elle n'échoue pas, ça marche toujours ce qu'elle a envie de faire. Parler aussi de warrior, tout ça, ça va dans cette notion-là. Le problème de cette vision, c'est quoi? C'est que si je considère que tous mes ressentis physiques qui peuvent m'agacer, type la fatigue, ou toutes mes émotions qui peuvent être désagréables, type la tristesse ou la colère, ne sont pas les bienvenues et que moi, ce que je cherche, c'est d'être une personne qui est toujours positive et toujours pleine d'énergie, je risque d'avoir un souci à un moment donné. Je ne sais pas si vous avez vu ce dessin animé qui s'appelle Vice Versa et qui raconte très bien ça. Notre cerveau, pour que vous sachiez un peu comment il fonctionne, il essaye de reproduire en permanence une émotion qui est la joie. C'est votre état normal. Et toutes vos autres émotions, qu'on a tendance à pas très bien accepter ou à pas beaucoup aimer, sont en fait des émotions qui nous aident, nous envoient des messages pour revenir à notre état de joie. Elles nous disent, là, il y a quelque chose qui ne te convient pas, il faut que tu agisses pour pouvoir te sentir bien à nouveau. Si je passe mon temps à déconsidérer que je n'ai pas le droit d'être triste, je n'ai pas le droit d'être en colère,
j'ai pas le droit d'avoir peur et que je cache tout ça sous le tapis, et ben, qu'est-ce qui se passe? C'est qu'à un moment donné, il y a un phénomène de retournement de table, c'est-à-dire que ces émotions qui ne se sentent pas écoutées vont retourner la table pour se faire entendre. C'est exactement ce qui se passe dans le cadre d'un burn-out. Si j'écoute pas mes ressentis physiques, si j'écoute pas mes ressentis émotionnels, il y a un moment donné où elles prennent le dessus. Donc ça, c'est un problème si vous voulez devenir la leader que vous avez envie de devenir, puisque vous allez vous faire contrôler par vos émotions plutôt que les maîtriser, et a priori, ça n'a pas un super impact non plus sur votre estime de vous-même. Le deuxième problème de cette vision de superwoman, c'est qu'on n'apprend pas à marcher sans tomber. On a toutes été, surtout parce qu'on est des femmes ce matin, des enfants qui ont essayé d'apprendre à marcher, et comme cet enfant, on est tombé. Et qu'est-ce qui serait passé si on s'était dit « Ah bah, je suis tombée, c'est mort, j'arrête. Si je suis tombée une fois, c'est que je ne vaux rien et donc je n'y retourne pas. » Ou encore pire, qu'est-ce qui serait passé si on s'était dit « Je ne peux pas me lancer avant d'être sûre de ne pas tomber. » Le fait est que sans doute, on n'aurait pas appris et on ne marcherait toujours pas aujourd'hui. Donc le problème de chercher en permanence à ressembler à cette Wonder Woman parfaite aussi, c'est que du coup, je ne passe pas à l'action, je ne m'autorise pas à échouer, ou je fais de ça un drame parce que je me considère que je devrais être parfaite comme cette personne, et donc du coup, je n'apprends pas et mon projet ralentit énormément. Le troisième problème de cette vision de Wonder Woman, c'est de considérer le doute comme un ennemi, alors que le doute est en fait peut-être une preuve de légitimité. J'aime beaucoup ce diagramme, qui est un diagramme qui a été décrit par Dunning et Kruger, qui sont deux chercheurs, qui ont expliqué la relation qui existe entre la confiance en soi, donc sur l'axe vertical, et la connaissance qu'on a dans un sujet sur l'axe horizontal. Qu'est-ce qu'on voit sur ce schéma? On voit qu'en fait, au début, on ne sait rien, on n'a pas confiance en nous, et en fait, très vite, quand on commence à connaître un peu sur un sujet, on va monter très haut en termes de confiance en nous. Et puis, qu'est-ce qui se passe? C'est qu'après, on apprend de plus en plus sur le sujet et on se rend compte que c'est beaucoup plus compliqué qu'on pensait. Et donc, on perd confiance en nous jusqu'à un endroit qu'on appelle la vallée du désespoir, qui est le bas de cette courbe, avant de remonter un petit peu et à la fin de finir par « faites-moi confiance, c'est compliqué ». C'est exactement ce qu'on a vécu pendant la crise du Covid, avec tous ces experts qui n'avaient jamais entendu parler du coronavirus au bout de 2 mois et qui étaient persuadés de tout savoir sur le sujet. Et c'est souvent ce qui se passe. C'est-à-dire qu'une personne qui ne doute pas est plutôt une personne dont vous devriez vous méfier. Et le fait que vous doutiez sur un sujet montre que vous avez déjà une connaissance. Donc, le fait de considérer le doute comme un ennemi est problématique parce qu'il vous empêche de vous rendre compte qu'en fait, le doute montre que vous avez une certaine sagesse et une certaine expertise déjà sur le sujet. La deuxième problématique qu'on a dans les représentations de l'entrepreneuriat, du leadership, c'est qu'aujourd'hui, la première image qui apparaît quand je tape entrepreneur sur Google, c'est ça. Et c'est un problème. C'est un problème, alors déjà juste pour vous remettre dans le contexte, je sais que chaque image est différente selon les personnes, mais moi je travaille sur ces sujets de leadership et de diversification du leadership, et pourtant c'est toujours ça la première image qui m'est envoyée quand je tape entrepreneur sur Google. Le problème de cette image, c'est que donc, souvent, que ce soit conscient ou inconscient, nos représentations de l'entrepreneur idéal correspondent un peu à ce qu'on voit là, c'est-à-dire un homme déjà blanc plutôt, on va dire à la trentaine, on peut imaginer issu d'une bonne école de commerce, qui est plutôt en train d'évoluer dans un milieu très corporate, peut-être avec sa cravate, on imagine quelqu'un de la défense, et puis on retrouve un peu les attributs aussi du super-héros, avec ses gros muscles, ce grand sourire, etc. Le problème de ça, c'est que c'est difficile de s'identifier à cette personne quand on est très différente. Et aujourd'hui, c'est ce profil-là qui est mis en avant le plus souvent. Donc, je vais essayer, si je me dis que inconsciemment, c'est ça le modèle pour pouvoir être accepté en tant qu'entrepreneur, je vais essayer d'y coller le plus possible. Et donc, je vais me dire, bon, bien sûr, je ne vais pas devenir a priori, sauf si c'est mon choix, mais a priori, je ne vais pas devenir un homme du jour au lendemain hyper fort avec mon costume. Mais je vais me dire, je vais essayer de mimer un peu les caractéristiques de cette personne, notamment la confiance en soi, l'ultra-charisme, etc. C'est quoi le problème de ça? Le problème, c'est qu'à vouloir être quelqu'un d'autre, je peux oublier mes propres talents. Et donc, à essayer de devenir quelqu'un que je ne suis pas, donc ça peut être soit la superwoman, soit cette personne-là qu'on vient de voir, je vais oublier de me rendre compte de qu'est-ce qui, moi, me rend spécifique, qu'est-ce qui, moi, a de la valeur ajoutée dans mes projets. Je vous donne un exemple.
Si ma valeur ajoutée, par exemple, c'est la sensibilité, justement, si je parle de moi, c'était un sujet qui était très difficile pour moi au départ parce que je me disais je suis trop fragile pour être entrepreneur parce que j'ai cette idée d'un entrepreneur, c'est forcément une personne qui est très forte. Et ben, je ne me rends pas compte qu'en fait, ma sensibilité est un atout déjà pour mon métier. A priori, quand je suis être coach, être sensible, c'est plutôt quelque chose de très positif, donc être capable de rentrer en empathie avec les personnes. Et puis, ma sensibilité, c'est aussi ce qui me rend créative pour permettre de créer des ateliers. C'est aussi ce qui me permet d'avoir des bonnes intuitions pour prendre les bonnes décisions. Donc, ce qui est hyper important, c'est se poser la question de qu'est-ce qui, moi, fait ma propre valeur ajoutée. Et c'est d'autant plus intéressant que, a priori, si j'essaye de devenir excellente dans quelque chose où je ne suis pas très forte, je ne vais jamais devenir excellente. Par contre, si je me focalise sur là où je suis déjà bonne et je le fais grandir, c'est là où j'ai beaucoup plus de chances de devenir excellente. Et c'est ça qui va faire la valeur ajoutée de mon activité, en fait. Ça, c'est la première chose. Le deuxième problème aussi, c'est que quand j'essaye d'être ce que je ne suis pas, donc je porte un masque, et ben forcément, je risque d'être démasquée. Si je suis persuadée que je ne peux pas être acceptée pour ce que je suis, avec ma sensibilité, imaginons si je parle de moi ou ma créativité, et que je dois porter un masque et que ça ne doit pas se voir, ben, je vais tout le temps être dans la peur d'être démasquée et la peur devient mon moteur d'action. Parce que la peur, on peut s'en douter, ce n'est pas le moteur le plus agréable et surtout celui qui a le plus de valeur ajoutée pour vous. Ce n'est pas ce qui va vous nourrir le plus. A priori, si vous avez choisi d'être entrepreneur, j'imagine que c'est pour pouvoir jouer selon vos propres règles du jeu et surtout vous sentir bien dans votre activité. Si je porte un masque en permanence, je ne vais pas pouvoir me sentir bien dans mon activité. Alors, qu'est-ce qu'on fait à partir de ça? Comment on avance à partir de ça? La première clé, c'est devenir son propre référentiel et tomber amoureuse du chemin. Qu'est-ce que j'entends par devenir d'abord son propre référentiel? L'idée, c'est je suis ma propre norme. J'arrête de me comparer aux autres et je décide que c'est moi qui décide et c'est moi qui sais particulièrement ce qui est bon pour moi. Et là, la question intéressante à répondre, c'est si vous projetiez dans une vie d'entrepreneur dans laquelle vous étiez complètement épanoui, à quoi ça ressemblerait? Et là, vous pouvez penser plein de choses. Vous pouvez penser en termes d'environnement. Où est-ce que vous vous situeriez? Vous pouvez penser en termes de gestion du temps. De façon très concrète, combien d'heures vous travailleriez par semaine? Est-ce que vous prendriez des vacances? Toutes les réponses sont bonnes. Il n'y a pas de bonne ou de mauvaise réponse. Mais ce qui compte, c'est de se poser vraiment la question de vous par rapport à vous. Pas de répondre aux attentes de ce que vous pensez que les autres voudraient que vous fassiez ou ce qu'il faudrait faire pour être légitime en tant qu'entrepreneur. Non, juste se poser la question de moi, c'est quoi la vie que j'ai envie de vivre en tant qu'entrepreneur et dans laquelle je serais épanouie? Qu'est-ce que je ferais? Ce serait quoi les talents que je mettrais au centre de mon projet? Je vais revenir là-dessus après. Donc déjà, je parlais d'être vrai sur la cible, voilà, être profondément authentique sur la cible que je vise et vraiment conscientiser ce qui vient de moi, ce qui est de l'ordre, on parle d'intuition, donc ce qui est guidé plus par l'amour, ce qui est bien pour moi, ou ce qui est guidé plutôt par l'ego, par cette fameuse peur dont je parlais tout à l'heure, la peur de ne pas être accepté, la peur d'être rejeté. Donc revenir à soi. L'autre concept qu'il y a dans cette idée, c'est de tomber amoureuse du chemin. Pourquoi? Parce que tant que je suis dans la recherche permanente d'une cible et d'un objectif, dire je ne serai pas contente tant que je n'ai pas X clients ou tant que mon entreprise ne fera pas X chiffre d'affaires, bah, vous ne profitez pas de la vie qui passe. Et la vie, elle est courte. Et donc la question, c'est comment aussi vous pouvez tomber amoureuse de ce que vous faites tous les jours, comment cet épanouissement que vous visez, vous pouvez déjà, dès maintenant, vous en rapprocher, comment vous pouvez vous sentir mieux dans votre entreprise dès aujourd'hui et une fois de plus à votre façon en prenant cette idée que c'est vous qui faites les règles. Ça va avec cette deuxième chose qui est le cœur, qui est cette idée de replacer vos valeurs et vos talents au centre. Pour remettre juste un concept sur la notion de valeur, une valeur, c'est défini en sociologie comme une source de motivation transsituationnelle. Ça veut dire que c'est quelque chose qui me donne de l'énergie, de la joie, de la motivation pour agir, quelle que soit la situation. Et c'est quelque chose qui est souvent en moi depuis que je suis jeune. Par exemple, pour moi, mes valeurs qui sont clés, ça va être la sincérité, la transmission, ce que je fais là maintenant, la créativité, je vous en ai déjà parlé, l'impact aussi. C'est des choses qui sont vraiment au cœur de mon action. Et donc, la première question, ça va être de se poser la question de si je repense à un moment où je me sentais pleinement épanouie dans mon activité professionnelle, qu'est-ce qui me donnait de la joie à ce moment-là? Qu'est-ce qui était important pour moi? Donc là, sans doute, vous allez retomber sur des valeurs. Et quels étaient les talents qui me donnaient de la joie? Ça, c'est intéressant aussi de se poser la question, parce que des talents, vous en avez plein, mais il y en a qui sont très valorisés chez vous,
alors qu'ils ne vous apportent pas de joie. Moi, par exemple, dans une ancienne expérience, j'étais très valorisée pour mes compétences de synthèse et d'analyse, mais ce n'était pas forcément ce qui me donnait de la joie. Je l'utilise encore aujourd'hui, mais ce n'est pas le centre de mon activité. Donc, se poser ces questions-là et les remettre, et ça, c'est vraiment la valeur d'après, comment je les remets au cœur de mon projet. Comment j'arrête de faire, une fois de plus, ce que je crois qui est attendu de moi pour me consacrer à ça. J'ai accompagné des entrepreneurs, notamment, à se poser la question de comment je valorise ma compétence de créativité, qui est aujourd'hui peut-être sociétalement moins valorisée qu'une compétence d'excellence opérationnelle où j'ai l'impression de tout le temps avoir du résultat, pour me dire, en fait, ma vraie valeur ajoutée, vu que c'est un de mes talents clés et qui me donne de la joie, c'est ma créativité, comment je la remets au cœur de mon projet. Enfin, la dernière solution sur ces sujets-là, ça vient de cette idée-là qui est « You can't be what you can see », traduit par « on ne peut pas être ce qu'on ne voit pas ». C'est ce que c'est que cette idée. Cette idée, c'est, je vous l'ai dit aujourd'hui, il y a un modèle très uniforme qui est transmis sur les questions de leadership ou d'entrepreneuriat. Et si je n'arrive pas à me dire qu'il existe des personnes comme moi qui peuvent le faire aussi, je vais avoir du mal à me projeter dans ce rôle-là. Donc la première étape pour vous, qui peut être hyper intéressante et hyper enrichissante, c'est de trouver des mentors heureux qui vous ressemblent autour de vous. Est-ce qu'il y a des femmes entrepreneurs qui vous ressemblent ou alors même qui vous inspirent? Et vous pouvez les chercher autour de vous. Vous avez la chance d'avoir le réseau BGE, là où on voit, là vous êtes hyper nombreuses, donc il y en a sans doute autour de vous là qui peuvent vous inspirer. Mais vous pouvez aussi aller chercher plus loin, peut-être des femmes auxquelles vous n'avez pas accès. Et lisez des biographies, lisez des interviews. Si vous êtes fan de Michelle Obama, allez lire ce qu'elle a raconté, allez voir les documentaires sur elle sur Netflix. Renseignez-vous sur ces femmes pour vous rendre compte, un, que c'est possible parce qu'elles l'ont fait, et deux, qu'elles ont leur vulnérabilité et que ce n'est pas des superwomen, et qu'elles aussi, elles doutent, et qu'elles aussi, elles ont des difficultés, et que c'est accessible aussi pour vous. La deuxième chose, c'est entourez-vous de femmes qui vous ressemblent, entourez-vous d'autres entrepreneurs qui partagent vos questionnements, qui partagent vos doutes, et partagez-les. La honte se nourrit de silence. Par contre, le contraire de la honte, c'est l'empathie et c'est notre capacité à créer des connexions avec les gens. Plus vous partagez sur vos peurs, plus vous partagez sur vos questionnements, plus vous en libérez et vous pouvez avancer. Et ça, c'est vraiment des choses qui vont participer à vous autoriser à être pleinement vous-même et à être vraiment, ce que je disais, intransigeante sur la cible que vous portez et sur l'authenticité de la cible que vous vous donnez. Ensuite, je vous ai parlé de faire semblant sur la forme. Qu'est-ce que je veux dire par faire semblant sur la forme? Je veux dire que si vous avez besoin d'être hyper intransigeante sur l'authenticité de votre cible, par contre, sur les moyens que vous allez déployer pour l'atteindre, vous allez peut-être avoir besoin d'avoir le sentiment de faire semblant, en tout cas de vous sortir un peu, d'incarner un peu un rôle pour pouvoir aller vraiment réaliser cette vision. Pourquoi je dis ça? Parce que je vous ai posé la question un peu tout à l'heure, il aurait fallu vous laisser plus de temps, mais vous pourrez le faire après cette intervention, de quelle serait ma vision si je me sentais pleinement épanouie. Il est très, très fort probable que pour incarner cette vision qui vous vient, ou peut-être les mots-clés ou les endroits qui vous viennent pour être une entrepreneur épanouie, vous allez avoir besoin de rallier des personnes, d'assumer ce que vous voulez, de communiquer votre vision, de valoriser votre travail, de dire non, d'essayer, de rater, de recommencer, de dire oui aussi à des choses qui vous font peur, de demander de l'aide, d'investir sur vous-même, que ce soit en temps ou en argent, de convaincre. Tout ça, c'est ce dont vous allez avoir besoin pour réaliser votre vision. Sauf que la plupart des femmes, quand je leur dis ça, il y a tout un petit discours qui se met en place derrière qui concrètement dit des phrases du type « j'aime pas être au centre de l'attention »,« j'ai peur de paraître prétentieuse »,« je veux pas écraser l'autre, j'ai peur de prendre trop de place »,« je veux pas de conflit ». Penser à moi, est-ce que ce serait pas un peu être égoïste? Et finalement, est-ce que m'affirmer et prendre ma place, ce serait pas un peu contre mes valeurs? Alors, aucune charge de culpabilité là-dessus, c'est des choses qu'on retrouve énormément. Pourquoi? Parce qu'en tant que femme, vous avez été acculturée à prendre en priorité soin de l'autre plutôt que prendre soin de vous. Et vous avez été acculturée à prioriser les autres personnes. On parle de charge émotionnelle, notamment aussi à faire attention aux émotions des autres avant de faire attention à vos propres émotions. On ne vous a pas incité à vous mettre en avant. Autant les hommes sont plus, dans la culture dans laquelle on est, invités à pouvoir se mettre en avant, être plus prétentieux, si on utilise ce mot-là. Autant pour une femme, c'est beaucoup plus mal vu. C'est vraiment ce que montrent les études. Il y a des études très sérieuses qui montrent que pour une femme, quand elle se met en avant, elle a beaucoup plus de chances d'être mal perçue que quand un homme se met en avant. Donc, c'est normal que tout ça, vous l'ayez intégré. Mais aujourd'hui,
c'est important de le questionner. Pourquoi c'est important de le questionner? Parce que si vous vous dites tout ça et que du coup, vous ne vous autorisez pas à prendre votre place, qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, lui, il va revenir. C'est remoi. C'est à nouveau, sachez que si vous ne vous prenez pas la place, si vous ne prenez pas la parole, il y en a qui vont le faire. Et il y a des chances que ces personnes qui vont le faire, c'est des personnes qui sont plus habituées et plus légitimées à le faire. En l'occurrence, souvent, des hommes blancs, hétérosexuels, entre 30 et 50 ans, si je caricature un peu, mais c'est quand même beaucoup ça. Et il est probable, alors moi j'ai rien contre ces personnes-là, hein, je trouve ça très bien que ces personnes s'expriment. Le problème, c'est qu'il n'y a qu'elles qui s'expriment quasiment aujourd'hui et que du coup, ça nous empêche, comme je le disais au début, de créer un monde pour tout le monde. Et on a besoin de vos voix. Si vous ne le faites pas pour vous, c'est souvent un argument que j'utilise avec les femmes, faites-le pour les autres. Faites-le pour les autres femmes qui ne sont pas représentées aujourd'hui et qui n'ont pas d'espace de parole. Et faites-le parce qu'on a besoin de vos voix et on a besoin de diversité dans nos voix pour pouvoir construire un monde qui réponde à toutes les problématiques de tout le monde et qui permette d'embrasser d'autres points de vue. Aujourd'hui, on a besoin plus que jamais de créativité et de résilience. Vous avez vu les enjeux sociaux et environnementaux auxquels on fait face. On a besoin de diversité dans les voix pour pouvoir être plus résilient. Le deuxième problème aussi de se laisser un peu manger par ces discours intérieurs-là, c'est que vous avez l'impression que ça va contre vos valeurs, alors qu'en fait, c'est le contraire. Vous avez l'impression de vous dire, en prenant pas trop de place, j'honore mes valeurs de bienveillance, je reste dans la paix, je suis plus juste envers les autres, je leur laisse leur place, j'essaye d'être plus humble ou plus honnête, peut-être d'être altruiste aussi. Sauf qu'en fait, toutes ces valeurs-là que vous avez l'impression de respecter, vous les trahissez. Si on regarde la bienveillance, est-ce vraiment bienveillant envers vous-même que de jamais vous valoriser, que de jamais demander en tant qu'entrepreneur une rémunération de vos services à leur juste valeur? Est-ce que vous êtes vraiment dans la paix avec vous-même quand vous écoutez jamais vos émotions, quand vous mettez vos frustrations sous le tapis, quand vous ne posez pas vos limites dans vos relations? Ou est-ce que vous êtes frustré et qu'à un moment donné, ça se retourne sur vos proches et d'ailleurs, ça atteint aussi la valeur de bienveillance? Est-ce que vous êtes vraiment juste envers vous-même de la même façon quand vous ne prenez pas votre place, quand vous ne dites pas ce que vous avez à dire? Est-ce que c'est vraiment honnête de se dire que finalement, vous le faites pour respecter vos valeurs, alors qu'au fond, et une fois de plus, je le dis avec toute la bienveillance possible, si on ne passe pas à l'action, c'est cette peur qui est très animale et très ancrée d'être rejeté qui se passe, c'est cette peur d'être rejeté du groupe social, hein, c'est une peur qui est vraiment très très forte chez l'être humain, et c'est sans doute aussi ce qui justifie que vous ne vous lanciez pas. Et enfin, est-ce que vous êtes vraiment altruiste quand vous ne partagez pas tous vos talents et toutes vos compétences avec le monde? Donc finalement, sous couvert de respecter mes valeurs, vous les trahissez plus que jamais. En coaching, on parle de faire transiter ces valeurs par soi-même, c'est-à-dire notamment sur les valeurs de bienveillance et de justice. J'ai tendance à les appliquer à l'extérieur, mais est-ce que je me les applique à moi en premier? Et le dernier problème, c'est que le mot identité, je ne sais pas si vous savez, mais en latin, ça vient du mot idem, qui veut dire le même. Sachez que vous êtes ce que vous répétez au quotidien. Votre identité, c'est ce que je répète tous les jours. Si je m'entraîne à me faire petite tous les jours, je deviens petite. Et votre estime de vous, elle est basse. Alors, comment on sort de tout ça? Et bien, un peu par la même porte qu'on y est rentré, on se rappelle que je suis ce que je répète. Donc, si je choisis d'arrêter de me faire petite et de me faire grande, je peux devenir grande. C'est là où je rejoins le fameux fake it dont je parlais tout à l'heure, faire semblant, jusqu'à incarner la personne que je veux devenir. Donc, c'est là où je refais le lien avec ce que je disais tout à l'heure. Pas pour incarner une personne qui n'est pas moi ou que je n'ai pas envie de devenir. Non, je fais semblant dans mes comportements pour être la personne que je veux être. C'est un peu contre-intuitif. Je vais vous expliquer comment faire. Et l'idée, c'est de rentrer un peu comme dans un programme de sport et se dire, bon, je vais me confronter à l'inconfort de prendre ma place. Ça veut dire quoi, prendre ma place? Ça va commencer par s'entraîner à s'interdire tout rapetissage. C'est-à-dire qu'à partir d'aujourd'hui, je vous mets au défi de, quand on vous dit un compliment, dire merci. Et c'est tout. Pas de oui, mais, ou non, mais en fait, non, juste merci. La deuxième chose que ça veut dire, s'interdire tout rapetissage, c'est aussi de arrêter de s'excuser en permanence. Arrêtez d'être désolé. Arrêtez, faites le test juste une semaine de ne pas vous excuser ou de ne pas dire une seule fois que vous êtes désolé. C'est hyper dur et c'est hyper inconfortable, mais vous allez vous rendre compte que 99% du temps, vous n'avez aucune raison de vous excuser. Ça peut être aussi arrêter juste un petit email. Non, pas juste un petit email. Voilà ce que j'avais besoin de dire. Toutes ces petites formules qui, mine de rien, vous rapetissent au quotidien, c'est y faire attention et les dégager. La deuxième chose,
dans cette idée de s'entraîner à prendre sa place. Donc, c'est j'arrête de me rapetisser et je vais apprendre à me faire grande un peu. Alors, moi, j'ai appelé ça le woman spreading. Vous avez peut-être déjà entendu parler du man spreading, qui est cette pratique qu'ont les hommes, notamment quand vous prenez les transports en commun, de, vous savez, écarter les jambes et prendre toute la place sur le siège et vous êtes obligé de vous faire toute petite sur votre coin. Sachez que dans toutes nos interactions, qu'on le veuille ou non, il y a une personne qui prend la position de dominé et une personne qui prend la position de dominant. C'est montré dans les études et notamment, si vous mimez des postures de dominance, votre cerveau sécrète des hormones qui vous font gagner confiance en vous. Donc là, l'exercice pour s'entraîner, c'est prenez la place dans l'espace public. Portez des grands objets si vous prenez le bus, dans le bus ou dans les transports. Si vous êtes dans les transports, pareil, décroisez vos jambes, prenez de l'espace. Ça va être inconfortable, je vous promets, mais ça va bien se passer. Et pareil, dans la rue, arrêtez de dévier vos chemins, continuez tout droit pour voir ce que ça passe aussi quand quelqu'un arrive en face. Ce n'est pas à vous de vous déplacer. Tentez ces comportements-là, voyez ce que ça fait. Vous allez voir, c'est désagréable, mais c'est ça qui va vous aider aussi à prendre confiance en vous. Il y a aussi des choses très pragmatiques qui fonctionnent bien, notamment, vous avez peut-être entendu parler de la pose de la super-héros, donc qui est cette pose où je me mets, comme Superwoman, Wonder Woman plutôt, je me mets les mains sur les hanches et je me fais très grande. Ça, vous pouvez le faire avant un rendez-vous, vous entraînez à prendre la place. C'est quelque chose qui va vous sécréter des hormones qui vont vous faire avoir confiance en vous. Dans vos rendez-vous également, vous pouvez garder ça. La deuxième chose, dans le programme de sportif, il y a également s'entraîner à prendre la parole. Il va falloir s'entraîner à être visible si vous avez envie de devenir cette leader que vous avez envie d'être. Et ça commence par lever la main. Alors, lever la main, c'est vous participez à une réunion de travail, osez poser des questions. Mais c'est également, vous participez à une conférence comme aujourd'hui, osez poser des questions, vous entraîner, prendre toutes les opportunités possibles pour vous entraîner à prendre la parole. Et ça va aussi avec, et moi c'est un truc que je recommande énormément, vous créez des routines d'expression publique, ce que j'appelle, ou des routines d'écriture, ça marche aussi, qui sont des routines où vous vous entraînez à prendre la parole. Ça peut être choisir de poster 2 fois par semaine sur LinkedIn, faire une story par jour sur Instagram, écrire un article de blog par mois, peu importe, trouvez la routine qui vous convient et qui correspond à votre activité, qui peut vous apporter aussi, et entraînez-vous à appuyer sur publier, publier, publier. Entraînez-vous à vous rendre visible. Vous verrez, pareil, c'est pas toujours agréable. Vos premiers écrits vont pas être les meilleurs, mais en fait, il n'y a pas de drame et c'est OK. Et enfin, dernière partie du programme d'entraînement, s'entraîner à poser des limites. Si vous voulez être l'entrepreneuse épanouie à laquelle vous aspirez, vous allez avoir besoin de poser des limites, vous allez avoir besoin de dire non à des projets, dire non à des relations, dire non à des temps de travail, dire non à des charges peut-être que vous avez aussi personnelles pour réussir votre projet. Et donc là, un programme, ça peut être s'entraîner à le faire 1 an par jour. Ça se joue sur des petites choses, aussi petites que renvoyer son plat quand il est froid au restaurant. Vous pouvez aussi faire votre to-do list. Qu'est-ce que vous allez vous autoriser à ne pas faire cette semaine? Et puis, faire le tri dans vos relations, vous posez la question, qui dans mes relations m'apporte de l'énergie, m'aide à grandir ou qui me tire vers le bas et comment je peux apprendre à dire non pour ça? Normalement, une fois que vous avez fait tout ce travail, donc à la fois se dire est-ce que je suis bien claire sur qui j'ai envie d'être, qui j'ai envie d'incarner, et c'est quelque chose qui est compatible avec le fait que je sois humaine et que je sois singulière et que je sois spécifique. Et maintenant, comment je mets en sorte de le rendre visible, de le rendre possible par mes comportements, vous pouvez devenir la leader épanouie à laquelle vous aspirez. Donc, il y a vraiment cette idée de devenir vrai sur le fond. Choisissez une cible qui est à la fois alignée avec vous et vos spécificités. Personne n'aura d'autre la même cible et c'est OK. Et en même temps, une cible qui est humaine et atteignable. Arrêtez de vous mettre des objectifs qui ne sont pas compatibles avec une vie humaine normale d'une personne qui a besoin de repos et de joie et d'avoir peut-être d'autres choses aussi dans sa vie. Et si vous aimez que travailler, c'est OK aussi, mais juste soyez conscient de ça. Et reposant sur vos talents et vos valeurs propres d'un côté, et de l'autre côté, faites semblant sur la forme parce que vous avez été conditionné à ne pas prendre la place, déconditionner des comportements et créer la plus grande version de vous, une version dont vous pourrez être fier. Tout ça, je parle du win-win-win. Pourquoi? Parce que c'est du win personnel, vous allez gagner en alignement, en épanouissement, en estime de vous-même. C'est du win en termes de votre business, parce que si vous vous concentrez sur vos talents, vous allez voir, vous allez rencontrer des succès financiers et ça va aller beaucoup plus vite. C'est du win aussi au niveau de l'impact de votre projet. Si l'impact social ou environnemental est au cœur de votre projet, je vous garantis que si vous respectez ces principes-là, vous allez pouvoir vous concentrer sur ce qui a le plus d'importance pour vous.
C'est du win en termes de bien-être de vos équipes, parce que si vous êtes en paix avec vos émotions et en paix avec qui vous êtes, croyez-moi, ça va se passer beaucoup mieux dans vos relations. Et puis, c'est du win aussi à un niveau beaucoup plus global pour le monde de façon globale, puisque vous pourrez participer à diversifier les voies, à diversifier les modèles de leadership. Il y a autant de modèles de leadership que vous êtes là aujourd'hui, et même plus. Donc vraiment, s'autoriser à vivre son propre modèle, c'est participer aussi à la construction d'un monde plus juste. Et la dernière idée sur laquelle j'aimerais terminer, c'est que pour arriver à tout ça, sachez que le monde n'est pas prêt et que les personnes qui, elles, occupent l'espace pour le monde n'ont aucun intérêt à ce que vous le preniez, donc ça ne va pas être facile. Et donc pour y arriver, vous allez avoir besoin de vous entraider. On a besoin de créer des logiques de sororité entre nous, donc de vraiment, entre femmes, se tirer vers le haut, se serrer les coudes, passer d'une logique où on a tendance, pareil, hein, c'est une construction sociale, à se comparer les unes aux autres et plutôt se dire comment on fait union plutôt que se tirer dans les pattes, puisque ça bénéficie les personnes qui sont déjà en place. Donc, comment entre nous, on s'entraide et comment entre nous aussi, on relaye les voix les unes des autres pour qu'elles soient entendues. Ça se joue sur les réseaux sociaux tous les jours. Allez liker les posts de femmes entrepreneurs qui osent justement ouvrir leur voix, allez les commenter, allez les soutenir, allez les repartager. Faites entendre leur voix, elles auront besoin de ça pour être entendues. Voilà sur ce que j'avais envie de vous partager avant de rentrer plus dans le débat ce matin. J'espère que ça vous a parlé, j'espère que ça vous a inspiré. Je regarde un peu le chat en même temps. Tu peux voir, Claire, que ça a bien interagi. Il y a eu des échanges très, très sympas. Ça a parlé un peu littérature aussi, des romans de Laurent Gounel, qui sont des romans feel-good. Et là, il y a notamment L'homme qui voulait être heureux. Il y a aussi Le jour où j'ai appris à vivre. C'est quand même vraiment chouette. Alors, je vois des questions. Comment trouver ces femmes entrepreneurs qui nous serviraient de modèle? Alors, je pense que vous avez la BGE déjà qui peut peut-être vous donner des exemples. Vous allez en voir aussi ce matin. Regardez, alors comment moi j'ai fait? J'avoue que en général, on a un nom. Vous avez forcément une personne, une femme qui est peut-être très connue pour le moment. Commencez à creuser sur elle. Et puis ensuite, vous allez voir de rebond en rebond, elle va citer d'autres femmes. Et au fur et à mesure, vous allez épaissir un peu votre réseau. Ça peut être, je vous parlais de Michelle Obama qui a écrit un bouquin. Moi, je suis très fan d'une personne qui s'appelle Brené Brown qui travaille sur la vulnérabilité. Elle a fait un TEDx et puis après, j'ai lu son livre et puis elle cite d'autres femmes. Et donc, tout ça, ça me permet de tirer des fils. Vous pouvez aussi poser les questions aux personnes autour de vous et vous admirez qui comme femme leader. Enfin, voilà, tout ça, ça peut vous permettre d'étoffer. Et je voyais qu'il y avait une remarque aussi sur la culpabilité. Quelque chose peut-être qui, moi, m'a été utile sur la notion de culpabilité, c'est se dire quand je commence à culpabiliser, c'est que je prends dans mon sac à dos une responsabilité qui n'est pas la mienne. Et effectivement, en tant que femme, on a tendance à beaucoup faire ça. On a été beaucoup acculturés, une fois de plus, à faire ça, à prendre la responsabilité émotionnelle des autres, à prendre la responsabilité du foyer, etc. Et comment je peux rendre leur responsabilité aux personnes autour de moi? Comment je peux... cette responsabilité, par exemple, de l'émotion de l'autre, elle n'a pas de sens. Chacun est responsable de ses émotions, chacun est responsable de ses besoins. Donc, comment je peux accepter que moi, je suis responsable de mes émotions et de mes besoins et que je rends aux autres la responsabilité d'exprimer s'ils ont un besoin et d'exprimer leurs émotions. Donc ça peut être intéressant aussi sur la notion de culpabilité. Alors, sur les réseaux... Alors, prendre la parole sur les réseaux et en réel n'est pas le même exercice. Il faudrait détailler un petit peu. Je pense que prendre la parole sur le réseau, c'est un bon début avant de la prendre en réel, parce que vous êtes encore plus exposé quand vous êtes en live et que vous n'avez pas le temps de préparer votre post et qu'on vous voit, sauf si vous êtes sur un live Instagram. Moi, je dirais que c'est un peu des choses qui se recoupent hein, quand même. C'est vraiment cette idée de comment je me rends visible et comment je gère le regard de l'autre. Voilà, à peu près sur les différents commentaires. Je vois qu'il y avait un commentaire un peu plus long au début. Effectivement, donc j'entends, c'est pas nous qui acceptons pas l'erreur, mais c'est les autres qui la pointent du doigt. Ça se questionne. Je pense que dans ce que je vous ai communiqué, il y a vraiment cette idée des deux. Il y a à la fois ceux dans quoi je me suis construit et ce qui est projeté sur moi en tant que femme, mais il y a ceux aussi que je décide d'embrasser. Moi, sur cette notion d'erreur, je vérifierai. Est-ce que c'est vrai? Est-ce qu'il y a vraiment des personnes qui pointent du doigt à chaque fois que je fais une erreur? Et si oui, c'est peut-être une notion relationnelle aussi.
Est-ce que je peux m'entourer de personnes qui sont plus soutenantes plutôt que de personnes qui vont chercher à pointer l'erreur? Quelque chose qui m'a aidé moi aussi beaucoup par rapport à cette notion, c'est que de choisir les personnes dont je veux des retours, donc arrêter de vouloir les retours de tout le monde et l'avis de tout le monde et se dire s'il y avait 5 personnes dont l'avis était importante pour moi, ce serait quoi? Ce serait qui? Et ces personnes-là, quand elles me font un retour qui n'est pas toujours agréable à entendre, être capable de me dire, de séparer ce que je fais de ce que je vaux, c'est-à-dire elles sont en train de critiquer des choses que j'ai faites, ça ne veut pas dire qu'elles sont en train de critiquer ma valeur intrinsèque, et d'être capable de me dire aussi, j'ai la chance en fait que ces personnes prennent du temps pour me faire un retour plutôt qu'elles trouvent que ce que j'ai fait c'est nul, et me concentrer sur la gratitude en fait du fait que des personnes me fassent un retour sur ce que j'ai fait. Est-ce qu'il y avait d'autres questions? Il y a une question là sur les réseaux de femmes entrepreneurs. Y a-t-il des réseaux de femmes entrepreneurs? Alors, moi, je suis sur Paris, donc je ne sais pas si ça va répondre à votre recherche sur Paris. Enfin, un peu partout, il y a notamment Paris Pionnière, qui est des incubateurs spécifiquement destinés aux femmes. Et à Paris, ça s'appelle Willa, notamment. Et je vois qu'il y en a d'autres qui sont partagés. Femmes, osez le réseau, réseau bouge ta boîte. Voilà, n'hésitez pas à les partager, vous les connaissez sans doute mieux que moi sur votre territoire. Oui, avec la BGE, là, notamment sur l'Eure-et-Loire, on a les clubs femmes entrepreneurs et les ateliers de co-développement. Voilà, donc là, vous avez plein de réseaux qui sont en train d'être cités en commentaire, donc je pense que vous avez de quoi faire ou aller piocher. Est-ce qu'il y a encore des questions ou des personnes qui veulent interagir, mais plus à l'oral plutôt qu'à l'écrit, avant que je vous présente nos femmes entrepreneurs témoins du jour? Non, pas de main qui se lève. Merci beaucoup, Claire, pour assis. Last minute. Carole Druel qui veut intervenir. Je vous laisse prendre la parole. C'est gentil, je vous remercie. Donc moi, je suis Carole Druel, je suis responsable d'une pépinière d'entreprise à Châteauroux Métropole. Et du coup, je trouvais intéressant de participer, de voir ce qu'était cette visio par rapport à moi, mon poste en tant que responsable de pépinière, et aussi pour voir comment est-ce que j'allais pouvoir apporter aux entreprises que j'accompagne. Et du coup, j'ai une question. On parlait tout à l'heure de l'image peut-être trop importante de l'homme entrepreneur. Est-ce qu'il n'y a pas aussi un travail d'acculturation à faire, nous, en tant que femmes entrepreneuses ou femmes leaders ou futures leaders, par rapport aux hommes entrepreneurs? Je vous donne un exemple hyper concret. Donc moi, je gère une pépinière d'entreprise, donc je connais tous les gens que j'accompagne, ils connaissent ma vie de famille, enfin voilà. Je suis maman depuis quelques temps et du coup, ils m'ont posé beaucoup de questions parce que j'ai beaucoup d'hommes à la pépinière, beaucoup de questions sur la grossesse, l'accouchement, etc. Et j'allaite, donc ils me posent aussi beaucoup de questions là-dessus. Et je me suis rendu compte que plus je les intéressais à ça, et plus ils me disaient, mais en fait, c'est dingue parce que non seulement il y a ça, mais tu as ça à faire, mais tu as ça à faire, mais tu as ça à faire. Je leur dis, vous ne vous rendez pas compte, je fais rien que le fait d'accoucher, les femmes sont déjà extraordinaires. Donc, imaginez une chef d'entreprise qui doit aller allaiter son bébé ou qui doit aller tirer son lait pendant 30 minutes parce qu'elle a une visio ou un truc. Les femmes sont juste extraordinaires de base. Et plus je leur parlais de ça, et plus je sentais que leur vision changeait complètement, quoi. Donc, est-ce qu'il n'y a pas une acculturation aussi à faire auprès de tous ces hommes? Si, complètement. Aujourd'hui, je vous parle à vous en tant que femme et donc je m'adresse à ce que vous pouvez entendre, mais évidemment, le travail, il passe aussi par l'éducation et chez moi, j'ai jusqu'à ce terme-là, hein, l'éducation aussi des hommes et la sensibilisation à ces problématiques-là. Aujourd'hui, je vous citais le chiffre de 90% des fonds en 2020 qui ont été levés par des startups aux équipes 100% masculines. Pourquoi? Parce que en fait, les investisseurs sont surtout des hommes et qui, on a tendance, en plus, il y a des biais, hein, pareil, c'est les études qui le montrent, à privilégier des profils qui nous ressemblent, que ce soit en entreprise pour le recrutement, mais aussi voilà, en tant qu'investisseur, on a tendance à investir sur des gens qui nous ressemblent. Donc on a besoin à la fois qu'il y ait plus de femmes dans ces fonctions d'investissement, mais on a aussi besoin de sensibiliser les hommes à ces biais-là, à ces biais cognitifs-là. Et aussi, ce qu'on observe, c'est que par exemple, les hommes qui posent des questions, donc les investisseurs qui posent des questions à des hommes sur les projets, sur leurs projets, vont beaucoup plus poser des questions sur les projections, comment ils ont anticipé la croissance de leur entreprise, etc. Et pour les femmes, ils vont beaucoup plus se focaliser sur des problèmes qu'elles pourraient avoir. Donc il y a des biais qui se jouent vraiment à tous les niveaux et beaucoup plus les interroger évidemment sur leur vie de famille, hein, c'est un truc qui revient énormément. Donc évidemment, il y a aussi un travail d'éducation à faire du côté des hommes aussi, pour pouvoir évoluer dans un milieu qui est aussi plus favorable au développement de notre leadership, à notre confiance en nous, etc.
Merci. Il y a Émilie Marmion qui ajoute qu'il existe le réseau Happy Men qui est intéressant et qui vise à changer les comportements et l'acculturation des hommes par des hommes et des femmes. Donc ça, c'est intéressant de savoir qu'il y a ça aussi. Et ce qui est intéressant de dire aussi, c'est que les hommes bénéficieront de ces changements-là. C'est-à-dire qu'eux-mêmes sont enfermés dans des systèmes qui ne sont pas forcément très agréables pour eux. Eux, pour le coup, nous, on parlait de la Wonder Woman, mais le fait de ne pas assumer ses émotions, de ne pas assumer ses vulnérabilités, c'est un système qui est extrêmement présent pour les hommes et qui est extrêmement pesant. Et ils sont aussi très victimes de burn-out, moins que les femmes, mais aussi, c'est aussi quelque chose qui les touche. Donc, eux aussi bénéficieront de remettre en question ce modèle de leadership et de pouvoir exprimer d'autres parts d'eux aussi, qui les rendront vachement plus épanouis et permettront d'avoir une vie beaucoup plus riche. Merci beaucoup. Est-ce qu'il y a encore des questions avant que, je vais redire la même phrase que tout à l'heure, avant que je vous présente nos femmes entrepreneurs témoins? Bon, après, vous pouvez tout à fait interagir comme vous l'avez fait. Merci encore, Claire. Donc là, on va passer aux présentations. Donc, ce sont 3 entreprises qui sont représentées par, non pas 3, mais là 4 femmes de la région Centre avec lesquelles nous avons échangé, qui sont extrêmement inspirantes, mais je vais pas tout vous teaser. Je vais les laisser se présenter. Donc, on va avoir dans un premier temps Pascal Cholou, qui est sur le département du Loiret, qui a la Maison du Pont Canal à Briard, qui va vous présenter son joli parcours. Puis nous aurons non pas une, mais 2 femmes qui ont co-développé une réelle marque qui est en pleine émergence. C'est Agathe Verrier et Olivia Guyard qui, elles, sont sur le département de l'Eure-et-Loir. Et nous terminerons en allant faire un petit tour dans le Cher à la rencontre de Valérie Ajac, qui est sonothérapeute et praticienne Reiki. Donc, je vais laisser la parole à Pascal, qui va nous raconter son parcours de l'idée au projet et où elle en est aujourd'hui et comment le leadership a pris une part importante, voire déterminante dans son parcours entrepreneurial. Alors, où est Pascal ? Je cherche Pascal. Bon, en attendant, je la retrouve. Du coup, on va voyager en Eure-et-Loir. J'invite Agathe et Olivia à activer leur micro et puis à nous parler de leur jolie aventure de Ma Petite Laine. Oui, bonjour, bonjour à toutes. Donc, je crois que Pascal est parlé sans micro, donc on va voir tout à l'heure. Eh bien, nous, Agathe et moi, on a développé une marque qui s'appelle Ma Petite Laine depuis 2 ans. Et on conçoit donc des cocons en laine pour les nouveau-nés. Des cocons et toute une gamme en fait de layettes et de produits en laine. Voilà, Agathe montre l'image. Moi, j'ai un cocon avec moi aussi que je peux vous montrer. En fait, ça ressemble à une grande chaussette en laine. Et c'est en laine mérinos, 100% mérinos. Et ça permet aux nouveau-nés de se sentir contenus et d'avoir, donc de se sentir mieux et d'éviter les réflexes moraux. Ça permet vraiment un meilleur sommeil. Agathe elle vous expliquera, mais étant kiné, voilà, on a développé le produit. Elle avait développé pour sa dernière fille et on a décidé de le commercialiser devant l'engouement de la famille, même du personnel médical. Voilà, on s'est dit qu'il y avait quelque chose à faire. Moi, j'avais une formation plus commerciale. Agathe, elle était soignante, mais avec une grande créativité aussi. Donc voilà, le cocon, en tout cas, Agathe, ce que tu peux rajouter? Oui, alors effectivement, c'est à la croisée de mon métier qui est kinésithérapeute et spécialisée en pédiatrie. Et le tricot, alors c'est quelque chose qui arrivait vraiment par hasard, que je n'avais pas conçu en tant que kiné, qui arrivait par hasard dans ma maternité. Et c'est plus tard, avec la vision de kiné, qu'on a pu voir l'intérêt professionnel et sociétal
que peut faire cet objet qui permet au bébé de dormir avec beaucoup moins de réveil qu'à la normale. C'est une forme d'emmaillotage doux. Et on propose également, donc on le vend tout fait, on propose aussi des kits à tricoter. Donc en fait, on touche plusieurs cibles. Et à partir de là, on a rencontré donc une filature française. On travaille avec une des dernières filatures françaises. Voilà, il y a toute une démarche éthique derrière aussi de travailler avec une laine de qualité et de pouvoir proposer aussi l'accessibilité du produit puisqu'on propose donc des kits à tricoter. Donc finalement, pour un prix plus raisonnable. Et effectivement, les mamans, les grands-mères peuvent le tricoter et ça reste un objet qui se transmet. Et pour beaucoup de parents, enfin, on a eu des retours qui sont excellents et on nous a souvent dit que c'était le plus beau cadeau de naissance finalement. Donc c'est vrai que c'est gratifiant et on facilite le sommeil des enfants et des parents aussi du coup. Voilà, et puis c'est vrai qu'un savoir-faire un peu ancien comme le tricot qui permet de connecter les générations. C'est vrai que parfois les layettes ne sont pas portées parce que ce n'est pas assez moderne. Là, on a un produit moderne, mais qui utilise un savoir ancestral. Donc voilà. Alors pour Après, l'instant, on a un site internet, on diffuse via notre site internet, on vend, on fait des expéditions même jusqu'au Canada et même dans l'hémisphère sud, puisque la laine mérinos permet justement de retenir la chaleur, l'humidité. Donc le bébé est très bien, ça fait une climatisation naturelle, c'est top. Et on veut donc justement grâce à BGE essayer de développer notre réseau et toucher le commerce de proximité via les merceries, via voilà. Donc ça c'est pour l'instant une clientèle qu'on n'a pas encore développée et voilà, on espère développer encore plus. on fait aussi, on est très présente sur les réseaux sociaux, donc pour l'instant, on vend quasi uniquement par Internet. Et on fait de l'éducation, aux parents et pour que les gens puissent comprendre les besoins fondamentaux du nourrisson et en quoi le cocon participe à ça. Et on fait aussi, voilà, je fais beaucoup de vidéos en tant que professionnelle de santé pour replacer le parent dans sa maternité ou en gros, c'est vraiment un lien, voilà, un lien de plusieurs passions et donc, je voulais rebondir sur le côté leadership, puisque c'était le thème d'aujourd'hui. Et effectivement, donc je rebondis sur le thème de la sororité, parce que pour ma part, je ne me sentais pas du tout de me lancer seule dans cette aventure. Et heureusement qu'Olivia est à côté de moi, Ah parce bah que je vais avoir le même discours, hein. C'est vrai qu'on est totalement complémentaires et on assume complètement voilà, le fait d'être à deux et d'organiser notre emploi du temps comme on le souhaite. Et c'est vrai que c'est très confortable. Et on a toutes les deux des activités en plus à côté. Donc voilà, on ne pouvait pas se lancer toute seule. Et comment on s'est connus? Ben, on était voisines. Voilà, donc on était voisines. On l'est plus maintenant depuis quelques mois. On arrive à s'organiser quand même, ça va. Mais c'est vrai que la proximité, du coup, était idéale. Et voilà, c'est comme ça que ça a commencé. on a des vies qui peuvent avoir des points communs, puisqu'on a des enfants qui étaient ensemble à l'école, donc voisines et avec une vie qui peut être commune. Et donc, peut-être notre force, c'est de pas imposer à l'autre quoi que ce soit, c'est-à-dire que jamais on dit il faut que tu fasses, c'est chacune prend ce qu'elle a à faire, on a chacune des compétences différentes et on fait à notre rythme. Si on a besoin d'un temps off complètement à certains moments, on le permet à l'autre complètement, on s'organise en fonction et on ne se met aucune pression l'une l'autre. Et pour moi, ça, c'est quelque chose de très présent dans la sororité féminine et qui fait qu'on prend toujours plaisir à se voir et on n'est jamais dans l'angoisse de ne pas avoir fait quelque chose ou pas assez vite ou pas assez bien. On se permet les erreurs aussi parce qu'on en fait et on n'en veut pas à l'autre. Voilà, on a beaucoup de bienveillance l'une envers l'autre et je pense que c'est ce qui fait notre force aussi. Il y a Isabelle qui dit qu'elle a une maman qui peut être intéressée. Où puis-je vous trouver? Alors j'ai envie de dire, il y a une page Facebook, une chaîne YouTube. Alors, c'est le site, il y a le site internet, voilà. Il y a le site internet que là, j'ai mis dans le fil de discussion. Donc, vous tapez en fait sur Google Maps Petite Laine, vous allez trouver les filles parce qu'elles commencent à avoir un référencement plutôt intéressant. Et puis que ma petite laine est une marque déposée.
avec tout le concept qu'il y a derrière. Il y a une page Instagram. Elles sont hyper réactives sur les réseaux sociaux. Sur Instagram, pour l'avoir vécu, quand je like une des stories, il y en a tout de suite une des deux, je ne sais jamais laquelle c'est, qui interagit tout de suite. Donc, en termes de réaction et de réactivité, elles sont aussi au taquet, les filles de ma petite laine. Est-ce qu'il y a des questions par rapport à l'activité, par rapport au parcours entrepreneurial de ces deux voisines qui se sont un peu éloignées aujourd'hui géographiquement, mais pas dans le business? Alors, en attendant qu'il y ait des questions, je continue à meubler un petit peu. En fait, on fait l'entreprise vraiment se mettant à la place Oui, on est associés toutes les deux, donc on est vraiment à part égale. On fait vraiment des choses différentes. Olivia va faire tout ce qui est administratif, la gestion du site internet, la gestion des stocks, voir si on peut envoyer dans tel pays. On nous demande souvent, est-ce qu'on peut envoyer dans tel pays? C'est elle qui va créer tout ce qui est internet administratif. Moi, je fais beaucoup plus le design. Et donc, on crée l'entreprise comme on aimerait être consommatrice de cette entreprise-là. Donc, moi, en tant que tricoteuse, c'était important qu'on propose, par exemple, les kits à tricoter. En tant que tricoteuse, jamais je n'achèterais un produit tricoté. Je préfère le faire moi-même. Donc, voilà, c'est comme ça qu'on a fait nos choix d'entreprise en prenant notre temps et en se concertant. Et c'était un risque aussi parce que finalement, on pourrait se dire, non, non, on va garder tout pour nous et faut surtout pas divulguer les secrets de fabrication, entre guillemets. Mais au final, voilà, nous, le but, c'était que tout le monde, tous les bébés puissent accéder à ce produit-là et c'était pas de garder tout pour nous. Et voilà, le kit à tricoter permet quand même une plus grande accessibilité. Et, euh, et également l'utilisation de la laine Aubusson jusqu'au bout, hein. Ça, c'est une des idées phares aussi. La laine qu'on a choisie, elle s'appelle Aubusson et on la décline sur plusieurs produits. Et l'idée, c'est vraiment d'aller jusqu'au bout, que tous les petits bouts de laine servent à quelque chose. Donc voilà, on va sortir on a plein d'idées. Je réponds aux questions en même temps. Ah bah super, Euh, c'est Le cocon de naissance, donc c'est bien à utiliser dès la naissance, même et encore plus pour les enfants, on est un petit peu plus tôt que le terme. Et il s'utilise jusqu'à 6 mois. Il y a des bébés qui vont en avoir un fort besoin jusqu'à 4 mois pour la grande majorité. Et après, par habitude, on va dire, il y a des bébés qui vont avoir entré ça dans leur rituel de sommeil. Donc, il va pouvoir être utilisé plus longtemps. Il y a certains parents qui nous achètent les cocons plus grande taille, mais un cocon de naissance peut être utilisé jusqu'à 10 mois. Seulement, ces mains ne seront plus contenues. Et voilà, ça va dépendre des bébés. Il y a des bébés qui vont avoir besoin d'avoir les mains contenues encore longtemps. Donc, à ce moment-là, on propose des cocons plus grande taille, y compris pour les crèches, par exemple. On a des crèches qui nous ont acheté les cocons. Donc là, on a fait des très grandes tailles pour des mettez dedans et qui apprécient cette contenance et cette permanence de contact que les bébés aiment, en fait, tout simplement, déjà être dans les bras. C'est une permanence de contact qu'ils peuvent rechercher aussi quand on ne peut pas les prendre dans les bras. On n'a pas été, on connaissait pas BGE. Quand on a monté l'entreprise, ça nous aurait été bien utile. Et si c'était à refaire, je pense qu'on n'hésiterait pas parce que c'est exactement ce qu'on cherchait. Mais on n'avait pas du tout connu BGE. Pourtant, on avait fait un peu de recherche, mais on n'avait pas trouvé. Là, ça nous semble tellement évident, une entreprise comme celle-là pour accompagner quand on commence. Alors, on a des tricoteuses, hein, je vois qu'on nous demande. On a des tricoteuses dans la région, voilà, qui travaillent pour nous et qui tricotent. Ouais. Donc, tout est tricoté à la main. Pour l'instant, voilà, on est organisé comme ça. Après, c'est une réorganisation tout le temps, hein, puisqu'à chaque fois, on passe des paliers et on est obligé de se réorganiser en fonction du volume. Mais voilà, pour l'instant, c'est tricoté à la main. Donc oui, on a monté le projet Oui. toute seule. Ouais. On sous-traite très peu, donc on a les tricoteuses, mais sinon tout le reste, on fait vraiment nous-mêmes, c'est-à-dire qu'on fait les colis nous-mêmes, on répond nous-mêmes, voilà. Après, voilà, une fois qu'il y aura plus de colis, c'est le jour où il y aura 30 40 commandes par jour, on changera nos habitudes. Mais là, pour l'instant, on arrive toutes les deux à s'organiser. Voilà, il n'y a pas de souci. Et je rebondis aussi sur une des slides de Claire Bourasset tout à l'heure par rapport à savoir dire non, des choses comme ça. Effectivement, parfois, on nous dit, oh là là, votre laine, j'ai trouvé bien moins cher ailleurs.
Oui, mais bon, après, voilà, nous, on a choisi de garder cette laine 100% mérinos issue d'une filature française parce qu'elle a plein de vertus. C'est une laine de qualité et là-dessus, on est intransigeante, on ne travaillera pas avec une autre laine. Au niveau de la sécurité, on arrive on a développé le patron pour cette laine-là et on a quelque chose de sécurisant pour le bébé qui ne bouloche pas et qui résiste au lavage. Enfin voilà, il y a toute une charte de sécurité qui est vraiment conçue pour cette laine-là. Après, effectivement, on peut utiliser une autre laine, mais là, on décline voilà, toute responsabilité. Voilà, il est utilisé aussi à la maternité de Vendôme. Oui, 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 il est présenté oui, aux jeunes mamans à la maternité de Vendôme. Voilà, donc ça, on en est assez fiers parce que c'est vrai que l'accès aux maternités n'est pas toujours évident parce que c'est très protocolisé, très hiérarchisé. Donc, c'est pas évident, mais on est content on a quelques maternités voilà, qui le proposent aux mamans qui veulent éventuellement essayer un emmaillotage doux comme celui-là. Merci beaucoup, ma petite laine. Alors, il y a Pascal qui a allumé son micro, mais je n'ai plus Pascal. Ça va être notre running gag du jour. Je vais donner la parole du coup à Valérie, en attendant de retrouver Pascal qui nous tease son arrivée et son témoignage parce que il vaut vraiment le détour. Donc, Valérie, je vous laisse allumer votre micro et nous présenter votre joli projet. Merci encore, Agathe et Olivia, pour votre très jolie présentation et votre beau projet tricolore, 100% tricolore. Bonjour à toutes et merci. Je suis Valérie, j'ai un parcours à la fois dans le domaine du tertiaire, puisque j'ai fait une carrière de 22 ans comme chargée de recrutement dans une agence d'intérim, voilà, donc l'accompagnement à l'emploi de tout type de personnes. Et puis à côté, dernièrement, donc j'ai été responsable, enfin pas responsable, mais assistante RH, on va dire, mais dans un service de formation. Voilà, donc je m'occupais des formations pour le personnel et la gestion des intérimaires. Voilà. Et puis, la crise Covid est passée par là, comme beaucoup de personnes, revirement de situation, le besoin d'être plus en accord avec soi-même et avec mes valeurs. Donc, ma carrière s'est arrêtée il y a 1 an et demi et je me suis retrouvée donc à me lancer dans toute autre chose, donc dans quelque chose qui me parlait beaucoup plus. Donc, en fait, je suis retournée vers le son et donc j'ai trouvé une formation de sonothérapeute où je travaille avec les bols tibétains notamment et puis d'autres instruments. Voilà, donc cette formation pour moi était un bon complément puisque j'avais un cursus également au conservatoire de musique où j'ai fait 5 ans d'électroacoustique. Donc la passion du son était déjà bien là. Et puis cet art, en fait, c'est un art vibratoire puisque les bols tibétains, en fait, je les place sur la personne afin de la déstresser, d'enlever toutes les douleurs éventuellement qu'on peut avoir pour retrouver la paix, voilà, des choses comme ça pour libérer les émotions. Donc, une pratique qui m'a beaucoup parlé. Et à partir de là, en fait, comme on travaille beaucoup sur les énergies et les vibrations, ça m'a ouvert, on va dire, la porte vers les énergies type le Reiki. Donc, je me suis formée au Reiki également. Voilà, qui est une façon aussi d'aider le plus possible de personnes, en fait, sur beaucoup de problématiques. Voilà. Merci Valérie. Est-ce qu'il y en a qui souhaitent interagir, poser des questions? Claire, si tu veux intervenir, tu n'hésites pas. Oui, Valérie, je voulais savoir, est-ce qu'aujourd'hui tu en vis
Comment tu as fait pour développer? Moi, je suis prof de yoga, je suis en couveuse d'entreprise pour l'instant. On a des activités qui se rapprochent. J'utilise un peu le bol tibétain, mais j'estime que je ne suis pas musicienne. Donc, voilà, sonner quelques fois en fin de séance, c'est pas moi. J'estime que je n'ai pas la compétence. Effectivement, Claire a raison, on se sous-estime des fois. Mais bon, quand j'entends ton parcours, voilà, je voulais savoir, du coup, tu t'es formée il y a seulement 1 an, tu es installée et tu as réussi à développer suffisamment pour vivre de ton activité? Alors, là, à l'heure actuelle, en fait, je me suis lancée vraiment totalement dans mon activité. Je n'ai pas d'autre emploi à côté. Donc, je suis à 100% dans le développement de mon entreprise, en fait. Donc, je suis immatriculée depuis le 1er janvier seulement là. Donc, voilà. Et donc, ben, pour l'instant, ça commence doucement, mais sûrement. Donc voilà. Et également, je suis beaucoup aidée également par la BGE sur Bourges. Donc j'ai ma conseillère, je peux citer d'ailleurs, je crois, Pauline Rocher. Voilà, Pauline Rocher, puis Alison Sonnet également ici qui m'ont beaucoup aidée et qui continuent à m'aider d'ailleurs dans l'avancée de mon projet qui est passé à l'acte. Hein. Du coup, c'est pas un projet, mais voilà. Enfin, c'est du travail tous les jours en fait. Tous les jours, il faut motiver son entreprise, il faut trouver son idée, continuer, persévérer surtout. Voilà. Et si je peux juste rajouter quelque chose à partir de là, d'un point de vue d'une entrepreneur quelques années après, sachez qu'en général, sur des activités, en tout cas d'indépendantes comme ça, on dit qu'il faut au moins 2 ans pour constituer sa clientèle. Donc c'est OK que ça prenne du temps. Moi, j'aime bien le dire aux indépendantes que je croise. C'est normal que ça prenne du temps. Et du coup, je reviens à cette notion de petit pas, un petit pas après l'autre, plutôt que regarder. Moi, je parle beaucoup de cette métaphore de arrêter de regarder la montagne. Je ne sais pas si vous faites de la randonnée. Mais moi, j'ai fait de la randonnée l'été dernier et j'avais oublié que j'avais des problèmes de cardio. D'ailleurs que je suis pas, enfin j'ai problème, j'ai pas de maladie, mais je suis pas bonne du tout. Je m'entraîne pas assez souvent et du coup, je me suis retrouvée face sur la montagne et en fait, j'ai énormément souffert et puis je vivais hyper mal, qu'il y ait des gens qui me doublaient et puis je regardais le haut de la montagne et ça me coupait complètement mon souffle. En fait, je me disais, j'y arriverai jamais. Du coup, j'ai vachement théorisé de coaching là-dessus et je me suis rendu compte la dernière rando que j'ai faite, c'est que j'ai décidé de regarder mes pieds et de me concentrer à chaque fois sur le petit pas que je pouvais faire en plus et de faire des pauses régulièrement. Et je parlais de devenir son propre référentiel, de vraiment revenir à moi et de ne pas regarder les autres. En plus, il se trouvait que c'était bien cette dernière randonnée, il n'y avait pas trop de monde, donc je pouvais vraiment me concentrer sur moi. Et en fait, j'ai fait le plus gros dénivelé que j'avais fait de tout mon séjour et je l'ai vécu vachement mieux. J'ai pas du tout souffert, j'ai pas paniqué, j'ai pris mon temps et en fait, on a réussi à faire une rando et il y avait plus de 1000 mètres, je crois qu'on a fait 1300 mètres de dénivelé dans la journée et finalement, j'étais hyper fière de moi à la fin. Donc, je trouve que c'est une belle métaphore de l'entrepreneuriat, de se dire parfois on a tendance à vouloir regarder la montagne et le chiffre d'affaires auquel je veux arriver et on a l'impression qu'on n'y arrivera jamais, ça peut nous couper les jambes et parfois de juste revenir et se dire bon, c'est quoi le premier petit pas que je peux faire ou c'est quoi le prochain petit pas que je peux faire et comment je peux me concentrer là-dessus. Ça aide énormément à garder sa motivation, son estime de soi aussi, se mettre des micro-objectifs. C'est quelque chose qui est vraiment très important pour l'estime de soi dans le temps. Voilà, juste le petit partage que je voulais faire là-dessus. Alors, il y a des questions sur le parcours de Valérie. Comment vous êtes-vous lancée? Êtes-vous allée en couveuse? Avez-vous été accompagnée? Donc, avez-vous été accompagnée? Valérie l'a dit, elle a même nommé deux conseillères. Est-ce que vous êtes allée en couveuse en test d'activité? Non, pas du tout, non. J'étais à Pôle emploi qui m'a aiguillée vers BGE directement. D'accord. Voilà. Le bon réflexe. Et donc là, vous êtes fraîchement immatriculée. J'ai vu d'autres questions. Vous êtes d'où? Je suis à côté de Bourges, à Saint-Germain-du-Puy. Et ensuite, là, il y a il faut aller à son rythme et avancer pas à pas, aller jusqu'au prochain arbre, le prochain virage, la cabane de berger, scinder le parcours et aider à atteindre le sommet. On a des poètes aujourd'hui. C'est ça. Merci beaucoup en tout cas, Valérie. C'est vrai que j'ai lu dans le fil de la conversation que les bols tibétains étaient très puissants et c'est vrai. Oui, voilà, ouais, tout à fait. Après, il faut de bons bols avec une sonorité particulière, une fréquence particulière et voilà.
Enfin, moi, il ne me faudrait pas que des bons bols, hein. Il me faut un peu de technique quand même. Ouais, je pourrais être très puissante, mais je ne suis pas sûre d'être dans la thérapie. Je vois qu'il y a encore un nouveau message avant qu'on passe à Pascal. Alors, merci beaucoup Valérie. Merci à vous. Merci à vous. Et voici Pascal qui arrive donc du Loiret, qui est basé à la Maison du Pont-Canal à Briare et qui met en valeur, alors je ne peux pas, elle va tout vous décliner, vous verrez, mais alors c'est notre couteau suisse. Elle, en grande épicurienne, elle voulait mettre en valeur l'artisanat local, un peu de tourisme à vélo, un peu de redynamisation du secteur. Donc, elle va vous expliquer son joli parcours et tout ce qu'elle propose et que les Loiretains ont la chance de découvrir dans son coin. Bonjour, et voilà, je me présente, je m'appelle Pascal Choulou, j'ai créé le 5 décembre 2020 la Maison du Pont-Canal, donc je suis sur le port de commerce de Briare, proche de ce magnifique monument, et je me disais, voilà, il manque quelque chose, moi en tant que touriste, j'aimerais trouver des produits du terroir, voilà, donc l'idée est venue comme ça, sur ce terrain qui était vraiment sur le port. Et voilà, donc construction de la boutique et puis recherche des petits producteurs locaux. Donc voilà, mon idée, c'était vraiment travailler avec la proximité, le Made in France. Donc cette idée-là, je l'avais bien avant le Covid. Et c'est vrai que toutes ces choses-là, ça s'est un petit peu exacerbé. Donc j'ai eu la chance. Il y a eu beaucoup les gens se sont rendus compte de l'importance du local et des bonnes choses, des bons produits. Donc, voilà, j'ai fait beaucoup de recherches et voilà, donc j'ai mon miel, mes confitures artisanales, mes terrines de poisson de Loire, voilà, les pralines Mazet, plein de bonnes choses. Et puis, je travaille aussi avec des artisans locaux. Donc, Briare, c'est la ville des émaux. Donc, j'ai des mosaïstes qui me font des choses, des bijoux, des vases. Moi-même, avant de créer cette entreprise, je peignais pour la faïencerie de Gien. Donc, je peins les abat-jours pour la faïencerie de Gien. Donc, j'ai réintégré cette activité-là dans ma boutique. Donc, c'est une boutique produit du terroir, mais c'est aussi, je dirais, aujourd'hui un concept store. C'est que je veux que ce lieu soit convivial, soit ouvert. J'accueille aussi des ateliers avec des artistes qui viennent faire de la mosaïque. Voilà, je mets un barnum à côté de ma boutique et puis il peut y avoir un atelier cerf-volant. Voilà, j'aime la création, je suis styliste de métier, donc je voulais entrecroiser toutes ces valeurs françaises. Voilà, France, on a des gens extraordinaires dans l'artisanat. Donc, c'est un petit peu tout ce mélange-là que je voulais, voilà, dans ce lieu. Et puis, on est vraiment à la croisée de la Loire à vélo, de la Scandibérique. Donc, j'ai travaillé aussi avec l'Office de tourisme Loiret, qui me disent « Ah, il faut faire de la location de vélo ». Donc, ce n'était pas du tout mon univers. Et là, ça devenait compliqué. Parce que, oui, faire plein de choses, mais bon, quand même être un peu structuré. Et mon compagnon est mécanicien de métier. Donc, on s'est lancé dans la location de vélo. Parce que qui dit location de vélo dit mécanique. Et ça, ce n'était pas du tout mon univers. Donc, c'est ça, il faut bien mesurer. Hein. Prendre des risques, oui, mais bien savoir s'entourer, justement, pour ne pas se tromper. Et il y avait effectivement une grosse demande de location de vélo. Donc, on est parti, voilà, location de vélo, donc VTC, vélo électrique. Et voilà, je suis le long du canal, donc il y a des balades extraordinaires. Hier, j'ai fait l'inauguration de la passerelle du pont de Châtillon-sur-Loire avec le département qui m'a demandé donc d'intervenir avec 20 vélos. Donc voilà, ça m'a fait une très bonne publicité par rapport au département.
Donc voilà, donc ma location de vélo, mes produits du terroir, voilà, tout ce petit mélange. Et quelqu'un m'a aidé à les structurer parce que moi, j'avais 10 000 idées et ça, c'était un peu mon problème. Et donc, Monsieur Pinchot, Laurent Pinchot de BGE Loiret, j'y suis arrivée via Pôle emploi. J'avais été licenciée dans mon ancien travail et donc Pôle emploi m'a proposé le BGE. C'est comme ça que j'ai connu et il m'a vraiment aidé à structurer toutes ces idées qui fusaient. Voilà, et il faut vraiment poser les choses. Et oh là, attention, chaque chose en son temps, voilà, on structure, on s'organise pour bien accueillir les gens, pour que ça tienne la route. Donc, Monsieur Pinchot, voilà, super, m'a aidé à tout ça. Donc, voilà, ça fait 1 an que j'ai démarré et c'est du bonheur. Voilà, moi, tous les jours, je vais travailler avec la joie. C'est ça aussi, quoi. C'est se lever le matin et de se dire, voilà, c'est super, je suis heureuse d'avoir fait ça. C'est aussi des sacrifices, hein. Il y a beaucoup de travail, mais il faut croire en soi tout en ayant beaucoup d'humilité et savoir s'entourer. C'est ça aussi. J'ai des gens qui travaillent avec moi. J'écoute beaucoup. Il faut aussi observer les autres. Il faut être attentif à tout ce qui se passe. Les réseaux sociaux aussi m'ont beaucoup aidé, même si ce n'est pas ma génération. Moi, j'ai 55 ans, donc mes enfants m'ont dit, mais si maman, il faut absolument que tu ailles sur Facebook, sur Instagram. Et il faut jouer avec ces outils-là. Ça me rabat énormément de monde. Donc, j'ai un groupe Facebook. Au début, voilà, j'avais fait ça un peu comme ça. Et après, j'ai vu les retombées voilà, qui sont énormes, en fait. Et ça, c'est un super outil. Donc, voilà, n'hésitez pas, hein, faut y aller. Hein. Donc, faut un peu bombarder. Alors, c'est difficile de se mettre en lumière aussi. Hein. Moi, c'était un peu difficile de raconter un peu sa vie, mais quand on voit les retombées, enfin, voilà, faites là. Je mesure vraiment chaque mot aussi que je mets sur les réseaux. Hein, attention, que ce soit bien interprété. Et voilà, donc c'est beaucoup de choses. Et puis, je fais aussi de la création parce que, comme je vous disais, je suis styliste. Donc, j'ai des produits logotisés dans ma boutique, donc sur Briard. Donc, là, par exemple, avec la faïencerie de Gien, je viens de créer un motif qui va apparaître sur une petite assiette. Donc, voilà, c'est des projets super intéressants. J'ai créé aussi une ligne métallique avec un fabricant qui est en Picardie. Voilà, j'ai fait le dessin de la ligne de Briard. Donc, il y a plein de petites choses. Je crée des sacs aussi avec un logo Briard, des mugs, plein de choses. Donc, il y a toute cette partie création qui est vraiment le cœur de mon métier que j'ai là. J'associe mon compagnon avec les vélos, avec sa mécanique. Donc, c'est un mélange de tout ça. Il faut être bien organisé. Hein. Parfois, c'est un peu compliqué, mais voilà, j'ai mes lampes. Hein. Là, j'en ai une derrière moi. Ça, c'est une commande. Voilà, les gens m'amènent leurs pieds de lampe et donc j'ai ça aussi. Donc, j'ai les abat-jours de Pascal, voilà, trouvés sur Facebook. Donc, j'ai pas mis tous mes œufs dans le même panier. Et je trouve que ça, c'est important, par contre, pour vous. Il faut l'avoir dans la tête. Moi, l'hiver, par exemple, voilà, je vais faire plus de lampes. Et l'été, je vais louer plus de vélos. Donc, voilà, au niveau de mon chiffre d'affaires, ça me permet voilà, de naviguer. Chaque saison, ça me permet d'avoir des produits en fonction de chaque saison. Donc, c'était ce que je voulais faire. Mercredi prochain, j'ai ma petite guide vélo. Donc, j'ai une petite jeune qui est venue se proposer pour m'emmener des groupes à vélo. Et là, elle descend la Loire. Elle a un projet qui s'appelle le projet Azur sur la biodiversité et l'importance de la Loire. Et elle s'arrête dans toutes les villes le long de son cheminement. Et elle fait des morceaux de fresques. Donc, elle est graphiste. Et là, mercredi prochain, voilà, je tends un barnum et des enfants vont venir pour faire cette fresque. Donc, voilà, il y a de la création, il y a du vélo. Donc, voilà, j'entremêle un peu tout ça. C'est un petit peu ma petite salade. La salade de la maison du Pont-Canal, voilà. Et voilà, il faut s'amuser tout en travaillant. C'est ça les maîtres mots. Hein. Pour moi, de la joie, en plus, on communique.
On communique son dynamisme, on communique sa joie de vivre. Mais tout en étant structuré. Et voilà, j'ai eu une petite stagiaire en janvier et je lui montrais toute la partie immergée de l'iceberg. Hein. Il y a la comptabilité, il y a les chiffres qui sont là. Il ne faut pas oublier, hein, ça c'est le côté un petit peu rasoir que j'aime pas. Mais il faut être hyper organisé, tenir ses stocks, son budget pour acheter. Enfin, voilà, c'est le côté pas marrant, mais il y a cette autre partie super avec les touristes. Voilà, moi quand j'ai les touristes qui viennent, qui me disent « Oh, on a fait une super balade vélo, c'était chouette. » Après, ils vont m'acheter des bières artisanales, ils s'assiedent devant ma boutique, je leur mets des chaises, c'est convivial. Voilà, je voulais que ce soit un lieu convivial, d'échange. Euh, voilà, donc je m'enrichis aussi des autres, des touristes qui viennent, ou alors les gens qui louent des bateaux, ils me disent « Oh, voilà, on est arrivé, on a passé un super moment sur notre bateau. » Donc, puis tout ça, ça discute. Il y a celui qui va ramener un vélo, qui va parler avec celui qui vient, qui est en bateau. Donc, voilà, moi, je voulais ce lieu vivant. Et voilà, c'est ce que j'essaie de faire, communiquer un petit peu tout ça. C'est un peu compliqué hein, d'expliquer toutes mes petites niches. Mais voilà, vraiment rester dans la joie, la bonne humeur, malgré beaucoup de travail. Hein, ça, c'est indéniable. Et puis communiquer aussi. Des fois, je passe sur France Bleu. France Bleu, ça ramène aussi pas mal d'écoute. Donc, même les journaux locaux aussi. Donc, quand j'ai des petites manifestations, hop, j'appelle la République du Centre ou le journal de Gien, une petite pub. Et ça, pour moi, j'étais quelqu'un d'hyper timide avant. Hein. Et ça, c'est aussi se faire violence, hein, de se montrer un peu à nu, parler de soi. Voilà. Ça, c'est dur des fois pour moi. Voilà. Mais il faut savoir le faire, savoir se montrer. Ou aller dans des réunions de prestataires de tourisme, quand il y a des réunions, quand les offices font des réunions. Il faut se montrer. Voilà, faut pas rester dans son cocon, il faut être ouvert sur les autres. Vraiment, c'est super important. Et puis, travailler avec les autres. Moi, j'ai plein d'amis. J'ai un marinier de Loire qui aussi fait des balades en bateau. Je travaille avec lui. J'ai des gens qui partent en vélo et après qui font une balade en bateau. Donc, j'essaie de mettre des passerelles avec voilà, d'autres prestataires du tourisme autour de moi. Donc, c'est ça qui est intéressant, c'est de créer des choses tous les jours. Voilà. Donc là, je prépare la saison. La grosse saison, c'est de Pâques à septembre pour moi. C'est vraiment divisé en deux. Mon année est voilà, l'hiver et l'été. L'été, ça va revivre. Donc, voilà, en gros, si j'ai pu me faire comprendre. Merci beaucoup, Pascale. On a bien senti toute votre énergie que vous déployez au quotidien pour votre activité, vos activités. Cette maison du Pont-Canal à Briare. Juste pour resituer, parce que je trouve que c'est quand même hyper intéressant, parce que là, quand on vous écoute, on ne soupçonne pas du tout que vous avez créé en 2020. Et qu'en 2020, il s'est passé un petit truc à 2 reprises et qui était pas chouette, quoi. Et que vous avez fait preuve de... Enfin, vous avez été encore une fois puisé dans vos ressources pour continuer et vous battre pour faire vivre ce lieu, puisque vous aviez peut-être pas imaginé que 2 ans plus tard, vous seriez en situation d'expliquer tout ce que vous faites et tout le panel des choses que vous faites et tout le collectif que vous avez aussi emmené avec vous. Je trouve que c'est hyper fort, hyper important. C'est un bel exemple de leadership aussi et de partage de savoir, de savoir-être, de savoir-faire. Enfin, voilà, c'est au-delà de la location de vélo et de la peinture sur un abat-jour et de l'artisanat. Enfin, vous voyez ce que je veux dire? Je trouve que c'est un bel exemple, mais Valérie, Agathe et Olivia aussi l'ont très bien illustré. Mais le leadership, il passe par des choses qui peuvent être un peu des paris fous et qui finalement, voilà, laisser transformer. Et c'est quand même drôlement bien, très porteur pour tout le monde.
Et je pensais pas, en fait, je pensais pas, pardon, que d'autres personnes se rallieraient à ma cause. En fait, j'étais assez surprise parce qu'on est seul quand on crée son entreprise. Bien sûr. Et la grande surprise, c'est que d'autres prestataires sont venus vers moi et là, du coup, on a partagé, on partage du business, du travail. Donc, voilà, moi, j'ai une chocolaterie pas loin et j'ai, par exemple, je travaille avec un confiseur, mais je ne fais pas les chocolats. Donc, je dis, voilà, moi, j'ai 2, 3 tablettes en chocolat, mais allez voir le chocolatier en face, c'est sa spécificité. Et du coup, on travaille, on se renvoie du monde comme ça. Et je ne croyais pas que ça allait fonctionner à ce point-là. Et ça, c'est super intéressant. Vraiment, C'est faites des passerelles la bonne entre vos énergie. voisins. C'est ça la force. On n'est rien tout seul. Il y a Myriam Morin qui dit à très très juste titre qu'on a surtout ressenti de la passion et les passionnés sont toujours passionnants. Et donc voilà. Merci. Et Carole qui dit Ah, que les étoiles sont alignées, on rencontre les gens qu'il faut. Ah ouais, c'est adorable. Claire, est-ce que tu veux rebondir? Oui, bah, j'ai vu que tu avais activé Ouais, ton micro. Je vais activer. je trouve ça hyper intéressant parce que ça illustre hyper bien, je trouve, un peu tout ce que j'ai voulu vous raconter de façon plus théorique en début. J'entends à la fois, est-ce que tu as beaucoup insisté dessus, Pascal, sur ce côté à la fois, bah, j'ai de la joie, j'ai énormément d'énergie au quotidien, donc j'imagine que tu es vraiment dans le cœur, tu nous as parlé de convivialité, sans doute une de tes valeurs, enfin, que tu peux vraiment les vivre au quotidien et en même temps vivre tes talents aussi au quotidien. Tu nous parlais de la création, on sent voilà, la créativité, clairement, on sent que ça fait partie de toi. Donc il y a à la fois ce côté qui m'amène de la joie et qui me permet, et c'est ça qui est hyper intéressant quand on est aligné, de faire face au côté moins agréable parce qu'il y en aura toujours. Et je pense que c'est hyper important de le dire. C'est-à-dire que quel que soit l'endroit où vous vous trouvez, il y a des théories, c'est la théorie du 50-50, c'est-à-dire quel que soit le poste que j'utilise, il y a toujours 50% de trucs cool et 50% de trucs moins cool. Mais en fait, si vous êtes vraiment aligné et là où vous avez envie d'être et là où ça vous permet de vivre vos valeurs et vos talents, ben en fait, les trucs moins cool, ça se passe bien parce que vous avez tellement d'énergie que ça compense. Et ça, c'est souvent un truc que je partage, c'est soyez vigilants sur vos niveaux d'énergie quand vous sentez que vous êtes très bas pendant longtemps, très basse en l'occurrence, c'est qu'il y a peut-être quelque chose qui n'est pas aligné. Et donc, c'est intéressant de se dire comment je retrouve l'alignement. Et là, on sent chez Pascal toute cette énergie qui montre bien l'alignement et c'est hyper rayonnant. Et ça fait effectivement, je vous disais, je vous parlais de l'effet win-win-win. Parce que je suis alignée, parce que j'ai plein d'énergie, et ben mes partenaires, ils le ressentent, ils viennent vers moi, il y a des propositions qui arrivent et les choses foncent naturellement. Ça rejoint un peu la commentaire sur quand les étoiles sont alignées, les choses se font. Mais en fait, c'est pas magique, hein. C'est juste parce que vous avez le bon niveau d'énergie pour donner envie de travailler avec vous et vous êtes inspirante en fait. Une personne qui est alignée, c'est une personne qui est inspirante. Il n'y a pas besoin de se dire j'ai besoin de ressembler au mec que je montrais tout à l'heure, là, le gros costaud, pour être inspirant et hyper charismatique. Non, le charisme, il vient du fait que vous vous sentez aligné et que vous êtes épanoui dans ce que vous faites. Donc ça, je trouvais ça super chouette. Et un autre truc aussi que j'avais envie de rebondir, parce que je trouvais ça hyper précieux comme enseignement, c'est l'idée de arrêter de penser que je dois tout porter sur mes épaules. Et je trouve que Pascal partageait très bien cette expérience de, en fait, je suis allée chercher les ressources autour de moi aussi. Il y a des partenaires, il y a des proches. On a tous, quel que soit, alors on a la chance d'avoir plus ou moins un réseau large au départ, mais en fait, déjà dans notre réseau restreint, on a des ressources autour de nous. Et si vous avez bien suivi mon raisonnement, c'est qu'on a tous des talents spécifiques. Donc ça sert à rien de vouloir se dire je suis capable de tout faire toute seule. C'est plus intéressant de m'appuyer sur des personnes qui savent très bien faire ce que moi je ne sais pas très bien faire et je suis hyper contente de pouvoir m'appuyer dessus. Moi, dans mon développement, par exemple, je savais pas faire enfin, j'ai appris plein de trucs, hein. J'ai appris à du développement commercial. Il y a une personne qui m'a coachée pour que j'apprenne ça et je savais pas le faire et j'adore apprendre des nouvelles choses, donc j'ai appris, mais j'aurais pas pu me débrouiller toute seule. Enfin, en tout cas, j'aurais été beaucoup moins bien. Donc, pas hésiter à demander de l'aide. Donc, se montrer vulnérable, donc ça veut dire lâcher l'idée de la superwoman hein, qui gère tout. Et donc, ça veut dire accepter que j'ai pas la réponse à tout, j'ai des faiblesses, j'ai des vulnérabilités, et donc je peux me connecter à d'autres par contre, et ça me rend plus forte. Et c'est beaucoup plus intéressant parce qu'en plus, ça me crée des opportunités, etc. Donc, c'est vraiment c'est recréer des cercles vertueux de cette façon-là. Donc, ça m'inspire à plein de niveaux. Et je reprendais aussi la dernière chose où tu disais, Pascal, c'était inconfortable de prendre la parole. Et donc ça rejoint toute la fin de la présentation, cette idée de c'est là qu'il faut faire semblant en fait. Et ce qu'on ressent chez Pascal, c'est qu'il n'y a pas du tout une once de semblant sur le projet. En tout cas, je ne sais pas comment vous le ressentez, mais moi, c'est comme ça que je le ressens. Et on ressent que par contre, bah voilà, c'était pas facile de prendre la parole, mais j'y suis allée. Et si je ne prends pas la parole, personne ne sait que ça existe. Donc finalement, vous avez besoin parfois pour rendre votre projet viable de vous exposer. D'ailleurs, leader, ça vient d'un vieil anglais, je crois que c'est lift le mot, et ça veut dire guider.
Et dans une notion de guide, bah, il faut d'abord être visible. Vous ne pouvez pas guider quelqu'un si la personne ne vous voit pas. Donc vous avez besoin à un moment donné de vous rendre visible, et parfois c'est inconfortable, mais c'est en le faisant que ça l'est de moins en moins. Croyez-moi, c'est comme la prise de parole. Au début, on est hyper intimidé. Moi, les premières prises de parole que j'ai faites en tant qu'étudiante, j'avais les yeux qui clignaient tout seuls, je transpirais de façon incroyable et c'était l'enfer. Et maintenant, j'adore ça et ça fait partie de mon métier. Donc voilà, tout ça pour dire que l'entraînement sur ces questions-là fait des merveilles, même si c'est inconfortable au début. Est-ce que vous avez des questions, puisque nous arrivons à la fin de notre chouette webconférence? Merci pour ce beau partage. Une leader, sans aucun doute, est une vraie ambassadrice de son territoire. C'est Carole qui nous dit ça. Pas de questions du coup? Bien. J'aimerais vous remercier Agathe, Valérie, Pascal, Olivia, Claire pour la qualité de vos apports et de ces témoignages hyper inspirants. J'aimerais remercier Marie-Laure Faure, qui est la directrice régionale adjointe aux droits des femmes et à l'égalité. Merci aussi aux délégués départementales du droit des femmes des 6 départements de la région, avec lesquels les référents départementaux ont interagi pour conduire cette matinée. Merci à BPI France aussi, qui est un partenaire financeur et qui a un réel soutien pour mettre en place nos actions BGE pour mettre en lumière les femmes entrepreneurs. J'aimerais remercier également mes collègues, les différents référents départementaux de BGE qui ont porté cette matinée sur leur territoire aussi. Je fais un petit clin d'œil à Noémie Bongage qui pilotait cette action et qui est partie vers d'autres horizons et qui m'a transmis ce joli pilotage-là. Et puisque les actions ne sont pas postées juste comme ça et qu'elles ont du lien, on a une prochaine action qui va se dérouler sur l'ensemble de la région, sur tous les départements de la région centre. Cette action-là, elle va se dérouler le 29 avril avec des ateliers départementaux et des tables rondes. On en a un comme exemple, c'est le parcours d'une femme entrepreneur. Entre la création et la concrétisation, est-ce parfois un parcours semé d'embûches ou pas? Donc ça va être proposé aussi. Il y aura différentes tables rondes. Chacun pourra venir. Alors là, ce sera en présentiel, fini l'écran. On viendra se voir en vrai et on conversera sur tous ces thèmes-là qui sont en lien avec cette phase très inspirante, très, très passionnante sur l'entrepreneuriat féminin. Donc voilà, merci infiniment à tous et toutes pour la qualité des échanges, les interactions, vos questions. Et puis j'espère vous revoir nombreux et nombreuses très bientôt. Et je recommuniquerai sur le 29 avril, mais save the date. Maintenant que vous avez l'information, vous ne pouvez plus passer à côté. J'en profite juste pour ajouter que je vous enverrai la présentation à BGE. Donc, si vous voulez la retrouver, vous pourrez la retrouver. J'imagine que vous pourrez la retransférer. Oui, je la ferai suivre. Ouais. Et j'organise aussi, peut-être pour celles qui sont de passage à Paris ce week-end, une conférence dédiée au leadership et aux femmes. Je vous ai mis le lien dans le chat si ça vous intéresse. Je serais ravie de vous y retrouver. On va parler de changer le monde quand on est une femme et comment on peut ouvrir sa voie pour le faire. Ça va être super. Trop chouette. Merci infiniment. Je vous souhaite une excellente journée. Et puis, n'hésitez pas. Si vous avez des questions, vous avez maintenant... vous avez dû avoir mon adresse mail logiquement, mais sinon, vous pouvez nous retrouver facilement Claire sur sa partie rouge. Et moi, pour toute la mise en lien avec les entrepreneurs témoins et puis toute la partie BGE, n'hésitez pas, on est dispo pour vous. Très bonne journée. À très bientôt.